Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où nous parlerons d'audiophilie et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire de hi-fi, de home cinéma et de son. Et ce premier épisode portera sur qu'est-ce qu'un son, parce qu'il me semble pertinent de commencer par le commencement. La première chose que vous devez savoir est qu'un son est un mouvement d'air. Quand je parle, quand j'écoute de la musique sur une enceinte, les mouvements des haut-parleurs ou de ma gorge génèrent des vibrations qui font vibrer l'air jusqu'à vos oreilles ou le microphone et qui permettent à l'appareil ou à votre cerveau de les interpréter comme un son. Pour que vous puissiez comprendre, on va faire un graphique assez simple. Ici, sur l'axe Y, c'est l'amplitude qui s'exprime en dB, autrement dit le volume sonore. Ici, sur l'axe X, c'est le temps qui s'écoule en secondes. À l'image s'affiche la représentation d'une fréquence. Dans cette partie du graphique, la phase est positive. Et dans cette autre partie du graphique, la phase est négative. Ceci est la représentation d'une modulation, autrement dit, une longueur d'onde. Pour que vous puissiez le comprendre au mieux, nous allons parler des 5 états de phase d'un haut-parleur. Le voici en sa position neutre. Il est à 0 degré. Voici ce même haut-parleur en sa position de phase maximale à 90 degrés. Et voici ce même haut-parleur, en son troisième état, il revient au neutre à 180 degrés. Cette fois-ci, il va reculer pour atteindre sa position de phase négative maximum à 270 degrés, puis pour sa cinquième étape, revenir à sa position neutre à 360 degrés. Si nous l'appliquons à notre schéma, voilà ce que ça donne. Ici 0 degré, ici sa phase maximum positive à 90 degrés, puis il revient à 180 degrés, pour redescendre à 270 degrés en phase négative maximum, puis 360 degrés, son retour à sa position neutre. Ce que je viens de vous expliquer au sujet des haut-parleurs est également valable avec les micros. C'est de cette manière que les micros vont capter les sons avec des mouvements plus ou moins rapides de leur membrane, dans le sens plus ou moins. Qu'est-ce que la fréquence d'un son? Eh bien c'est simple, c'est le nombre de fois qu'il va se répéter en une seconde. C'est ce qu'on appelle le Hertz. Ma main va bouger en faisant les mouvements du haut-parleur. Je veux faire un 200 Hz, je vais devoir faire 200 fois 0 plus 0 moins 0, 200 fois en une seconde. C'est ce qu'on appelle le 200 Hz. Plus cette modulation ou longueur d'onde est courte, plus le son va être aigu. En revanche, plus cette longueur d'onde est grande, plus le son sera grave. D'ailleurs, nous ne sommes capables d'entendre que de 20 000 Hz à 20 Hz. 20 000 Hz étant la fréquence la plus aiguë que notre oreille est capable d'entendre et 20 Hz la fréquence la plus grave. Chaque son que vous pouvez entendre est déterminé par un ensemble de fréquences. Sa fondamentale, bien évidemment, et ses harmoniques. La fondamentale est le son principal que va émettre un objet ou un instrument de musique, puis ses harmoniques sont des multiples plus aigus de cette fondamentale qui vont donner le timbre à l'instrument ou au son que vous êtes en train d'écouter. Ça peut être une voiture qui passe, une fourchette qui tombe sur une table, un guitariste, n'importe quoi. Dans tous les cas, ça marche comme ça. Ce qu'il est important de comprendre avec la phase, c'est qu'elle peut être altérée par un nombre d'éléments assez importants, notamment l'environnement d'écoute. Il faut bien saisir que deux sons en phase vont s'additionner et que deux sons parfaitement hors phase vont se soustraire. Rappelez-vous cette histoire de mouvement d'air. Imaginez, mes deux haut-parleurs poussent de cette manière-là, en phase, ensemble, je déplace plus d'air. Mes deux haut-parleurs sont hors phase, les mouvements d'air produits par l'un vont être aspirés par l'autre. Ça, c'est évidemment dans le cas théorique d'une chambre anéchoïque ou dans un environnement où les réverbérations sont minimes. Parce que vous l'avez compris, les réverbérations vont influencer la phase. Dernier élément dont nous allons parler est le temps. Celui-ci est fortement lié à la phase et la phase est, comme vous l'avez compris, fortement liée à la fréquence. Mais le temps est un élément un peu particulier, souvent trop peu évoqué et je pense un tout petit peu caché car très difficile de compréhension, mais c'est ce que nous allons tenter de vulgariser. Maintenant, imaginez, vous êtes assis entre vos deux enceintes en train d'écouter de la musique en stéréo. Vous êtes assis à équidistance de ces deux haut-parleurs, ce qui veut dire que le temps que met le son à parvenir de l'enceinte de gauche est exactement le même que met le son à parvenir de l'enceinte de droite. Maintenant, si vous vous déplacez en face de l'enceinte de droite, la distance qui vous sépare de celle-ci sera plus courte que celle qui vous sépare de l'enceinte de gauche. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, dans ce cas de figure, vous entendez le son de l'enceinte de droite plus fort que le son de l'enceinte de gauche, ce qui fait ainsi disparaître l'image stéréo.
Et ce, pour deux raisons, puisque les faces des deux enceintes ne sont plus alignées, et bien sûr, les sons s'atténuent dans l'espace. Maintenant, reprenons ce même système dans un environnement réverbérant. Imaginez une pièce, et dans cette pièce, un système son. Votre cerveau percevra les sons de deux manières. D'une part, les sons directs, ici D1, dont la distance parcourue est plus courte que les sons indirects, ici D2, aussi appelés sons réverbérés. Distance étant relative au temps, elle crée ici un effet de réverbération. La dernière chose dont nous devons parler est la longueur d'onde. En effet, plus celle-ci est courte, moins elle mettra de temps à se réaliser, et donc de distance. En revanche, plus elle est grande, plus elle mettra de temps à se réaliser, et donc plus elle mettra de distance à le faire. On dit qu'il faudra 17 mètres à une onde de 20 Hz à se réaliser dans son ensemble, et qu'il faudra seulement 17 mm à une onde de 20 kHz pour se réaliser. Vous comprenez que cette donnée a son importance, puisqu'elle vient lier temps, phase et fréquence à la même notion de distance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo préparez la prochaine qui portera sur le thème de l'enceinte acoustique. Toutes les questions que nous avons abordées aujourd'hui nous permettront de comprendre ce qui fait une bonne ou une mauvaise enceinte acoustique, car j'ai remarqué que c'est une question qui revient souvent sur les différents forums que je suis, sur les différentes pages Facebook, et malheureusement, on sent un cruel manque de données et d'informations à ce sujet-là, et je vais tenter de clarifier tout ça. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, et vous pouvez vous abonner en cliquant sur ce lien et retrouver tous mes réseaux sociaux dans la description.